Eh bien, bonjour Bertrand. Bonjour, Mickaël. Comment ça Comment, va? comment ça va bien et toi? Ben moi, voilà, on fait surface, hein. On a accusé le coup pendant un bon mois et demi. Mais bon, voilà, fort de la crise des attentats, des gilets jaunes, des grèves, etc. Dans notre profession, on a appris un peu à rebondir assez rapidement. Bon, au C'est début, ça. évidemment, on est comme tout le monde, hein. On accuse le coup et puis après, il faut rebondir. Alors, je vais te proposer de structurer. Alors, déjà, merci à toi d'avoir accepté cet entretien vidéo qui, comme je te le disais, a pour objectif de faire entendre les différents acteurs économiques, culturels, dont tu fais évidemment partie. Et je vais te laisser te présenter. On va commencer par une présentation à titre personnel et puis de ton activité. Voilà. Ensuite, on parlera évidemment de la situation actuelle et des conséquences. Et puis, tu auras évidemment, je pense, pas mal de choses à me dire avec les mandats que tu as aujourd'hui auprès des instances professionnelles. Et puis, on essaiera de faire preuve d'optimisme avec l'après, une fois qu'on sera sorti de tout ça, et avoir un petit peu ta vision des choses sur l'avenir du métier, ton métier que tu vas nous présenter, et puis sur le métier de la musique en général, puisque c'est évidemment dans ce milieu que tu évolues. Donc encore merci à toi d'avoir accepté. Je te laisse te présenter à titre personnel, s'il te plaît. Ah, merci, Michael. Bah, écoute, j'ai une structure depuis 30 ans qui s'appelle d'abord Numagic Production, puis qui a un peu obligaté sur Megacène et enfin qui a abouti sur Megastar, mais toujours le même nom, toujours la même société, le même numéro de licence depuis 30 ans maintenant. C'est déjà pas mal, c'est un peu glorifiant pour moi, parce qu'il y en a peu qui peuvent s'enorgueillir d'avoir la même structure depuis 30 ans. Que te dire, je peux pas tout résumer. Enfin, je vais te résumer, je vais pas tout expliquer parce que sinon, on va y passer la nuit, la journée. Et je pense que là, les gens vont être un peu épuisés. Mais voilà, j'ai commencé à faire des dates avec entre guillemets Mylène Farmer dans les discothèques, tu vois. Donc, il y a fort longtemps, dans les années 80, et puis les avions. Émile et Images, Cool and the Gang, on était les précurseurs de la funky music, de la dance. Dans les années 90, on avait genre peut-être 70 ou 80% de ce qui tournait. On était dans le top 5 et je pense que tu as dû nous connaître à cette époque, Ouais. le top 5 des sociétés de production de spectacles. On pouvait difficilement passer à côté de nous pour faire un Alors, spectacle. Alors justement, c'était l'objet de ma première question, si tu me le permets. C'est comment, alors en résumé, parce que tu l'as dit, on pourrait évidemment y passer des heures, comment on arrive à ce métier? Est-ce que tu as commencé par faire de la régie? Est-ce que je sais pas, quelle a été ta première activité pour aujourd'hui arriver à cette société de production et de production exécutive? Ça va te paraître un peu curieux, mais moi je suis un enfant de la balle, hein, j'ai pas honte à dire, moi j'ai bac moins 15. Donc ça veut dire rien du tout. Hein. Une main devant, une main derrière. J'étais orphelin à 10 ans, je suis pupille de la nation quand même au passage. Hmm. Donc je peux dire que j'ai pas mal galéré. À 15 ans, le baluchon sur l'épaule, le vrai baluchon, hein, puisque ma famille n'avait pas de quoi subvenir à nos besoins. Enfin, ma petite maman qui était encore vivante, parce que j'ai eu deux décès consécutifs, celui de mon père à l'âge de 10 ans, et puis après on a été placé, et celui de mon beau-père à l'âge de 15 ans qui qui est décédé. Donc je peux dire que ça a été très difficile. Donc la seule solution à notre époque, sans diplôme, sans rien, bah, je me suis mis au sport. Donc voilà, je me suis mis au sport de combat, hein, voilà, pour essayer pour pas tourner au mal, quoi. Et puis j'ai fait portier dans les discothèques, figure-toi, vers 18 ans, 17, 18 ans. J'ai fait portier dans les discothèques et puis après, je gagnais 350 francs, hein, je te résume, mais faut que j'aille vite quand même. Mais je gagnais 350 francs dans les discothèques. Et, un jour, le DJ du club en question était malade et je bricolais un peu dans ma chambre sur des vieilles consoles, des machins, des trucs, la musique. Et la responsable de la discothèque était une amie, pour pas la citer, qui s'appelait Corinne Colubi, qui avait une discothèque qui s'appelait qui était à Crépy-en-Valois, dont je me rappelle plus le nom. Bref, et elle me dit bah écoute, passe au platine. Donc du coup je suis passé au platine, je mettais le feu, je faisais du tata yo-yo, hein, je faisais que de l'ambiance, beaucoup de micros, je gagnais 500 francs au lieu de gagner 350 francs, donc la place était meilleure, en plus on était la star de la discothèque, donc quand le DJ est revenu, à l'époque on appelait ça un disque jockey, on appelait pas ça DJ, hein, je te l'ai mis dans l'ambiance année fin 70, début 80 ou une chose comme ça, enfin 80 ouais. Du coup, je suis resté au platine. Et puis, j'ai commencé à rencontrer des gens qui travaillaient dans les maisons de disques.
qui plaçaient leurs disques. Ils venaient dans les clubs, ils amenaient leurs disques, ils nous disaient tu peux pas jouer ça, tu peux pas jouer ça pour faire la promo et tout. Donc j'ai commencé à faire le pouce disque pour des maisons de disques. J'ai sympathisé avec une personne qui travaillait pour la Baby Record, qui a fait pas mal de tubes, et là je vais rebondir par rapport à ça, qui après m'a proposé de collaborer à la structure de la Baby Record. Donc c'est toute la vague italienne de Gilbert Montagnier, c'est Rondo Veneziano, c'est je ne sais plus comment s'appelait l'italienne qui était le pendant de Samantha Fox, Sabrina, c'était, enfin voilà. Et puis après j'ai commencé à travailler pour eux pour faire de la promo disque. Et puis après les patrons de club me demandaient de faire venir les artistes de la maison de disque, donc Tom Hooker, Dan Arrow, etc. Je ne sais pas si tu connaissais cette époque un peu fin 80 ou milieu 80, 90. De venir, mes artistes de ma société de disques, de venir dans leur club. Donc moi je faisais le deal, mais complètement, voilà, gratuitement. J'appelais les producteurs des artistes, ils voilà, va faire une date dans tel club et tout. Moi j'accompagnais l'artiste, je faisais mon travail de promo. J'ai vu qu'il y avait de l'argent qui passait entre, qui commençait à produire des dates et tout. J'ai dit, attends, je vais faire producteur de spectacle, et j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à dealer mes artistes de ma maison de disques au sein des discothèques, puisqu'à l'époque, il y avait très très peu de festivals. Il y avait énormément de discothèques. Il y en avait au moins, je sais pas, j'allais dire 50 fois plus qu'actuellement, peut-être même 100 fois plus qu'actuellement, qui étaient ouverts genre mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qui étaient toujours à bleu. Le prix de l'entrée, c'était genre 50 francs ou 100 francs, enfin ça dépendait s'il y avait un spectacle ou pas. Et le monde du spectacle ne se faisait qu'à travers ou à 80% dans les discothèques, quoi. Et c'est comme ça que j'ai démarré, et j'ai fait Mylène Farmer, j'ai fait toute la vague fin 80, 90 dans les discothèques, bien avant ceux qui se recommandent des années 80 ou 90, qui étaient sur les bancs d'école dans cette période-là, alors que moi déjà j'étais déjà dans l'action de la production d'artistes. D'accord. Donc ça, c'était le début de ma carrière. Ok, donc aujourd'hui Bertrand Fontex, Megastar. Est-ce que tu peux nous présenter d'abord ton activité? En quoi consiste ton métier pour ceux qui ne le connaissent pas? Bah, pour rebondir aussi par rapport à la rétrospective, c'est justement là, je vais rebondir sur mon activité actuelle. Après, dans les années 90, il y a eu tous les artistes des années 90 où je collaborais avec Scorpio Music, dont tout Limited, Bass Bumper, tout un tas d'artistes Scorpio qui étaient numéro 1 de la dance dans les années 90, un peu avec Happy Music et d'autres, hein, genre Aqua, etc., etc. Donc là, j'ai commencé aussi à travailler sur les artistes des années 90. En 95, je me sépare de mes associés sur la structure Megascène Numagique, et je monte ma propre structure Megastar, seul. Et notre premier artiste, c'est Boris, Soirée Disco, que personne ne voulait. Et d'ailleurs, j'ai pu poster un truc sur Facebook où je montre la cassette. C'est hallucinant, mais je montre la cassette, où sur la cassette à la main, avec une étiquette d'école, quoi, j'ai marqué de l'or en barre. Et c'était la démo de Philippe Donte, hein, qui se reconnaîtra. D'ailleurs, j'ai publié l'autre jour, et d'ailleurs, les disques d'or sont derrière moi, il y en a plein partout, dans le bureau, des vrais disques d'or où on vendait réellement des disques. Hein. C'est-à-dire qu'avec Boris, on a quand même vendu 1 million de supports. Hein. Donc, imagine, c'était des vraies ventes de disques support physiques où on gagnait réellement de l'argent, pas le streaming actuel où tu gagnes 0,000, enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, en 95, on démarre la structure Megastar. Boris, premier artiste, et là, direct, pendant X années. Donc, moi, j'ai fait Boris, j'ai fait Géoculture Berla Dire la Dada, j'ai fait Il est vraiment phénoménal. D'ailleurs, si tu regardes sur YouTube, tu tapes Il est vraiment phénoménal. Malheureusement, je me suis compromis sur le titre, hein, mais bon, personne n'est parfait, tu regarderas à cette époque, voilà. J'ai fait Il est vraiment phénoménal avec Philippe Donte, hein, Boris, et puis d'autres, hein, Xavier de Camper, Zam, etc. Et puis, de fil en aiguille, j'enchaînais sur des artistes. Après, j'ai rencontré Laurent Boyer, dont j'étais son agent, entre guillemets, pour tout ce qui était événements extérieurs pendant X années. J'ai monté la structure M6 événements. C'est moi qui ai été consultant chargé de monter la structure et de développer la structure M6 événements, donc début des années, fin des années 90, début des années 2000. J'ai produit la tournée Graines de Star,
la tournée, Graines de Star avec Laurent Boyer. Puis la nouvelle star avec Nighting, qui était la société qui gérait pour Fremantle UK la nouvelle star. Enfin bref, voilà, j'ai bifurqué sur des concepts télé et au sein de M6, je gérais, c'est-à-dire que dans cette structure M6, j'étais chargé de gérer la partie spectacle événementiel. Avant, ils faisaient sous-traiter toute cette partie à des sociétés événementielles X ou Y qui prenaient beaucoup d'argent pour faire notre cœur de métier, mon expérience. Donc, il suffisait juste de prendre une licence de producteur de spectacle et de nous-mêmes produire nos spectacles, tout ce qui était, d'ailleurs, j'aurais pu te sortir, peut-être que j'avais une affiche, mais une affiche de tout ce qui était dance music, etc., qui était produit par M6 et qu'on était chargé de mettre en place. Donc après, j'ai enchaîné sur les années 2000, le nombre d'artistes, Magic System, dernièrement Amir. Je ne suis pas le producteur d'Amir, mais je m'occupais de certains événements ou de concerts d'Amir. Bob Sinclair pendant X années et encore actuellement. Et beaucoup d'autres. Je ne peux pas tous les situer, mais bon, il faudrait que je me remémore. Mais j'ai toujours gardé, on va dire, le back catalogue. Le back catalogue, c'est tout ce qui est années 80, dance ou pas. J'ai laissé les Français aller un peu à droite à gauche et travailler un peu avec n'importe qui et tout le monde. J'aime pas ça, c'est devenu un peu la foire au boudin. Les années 80, on vend tout et n'importe quoi, des plateaux qui n'ont aucune cohérence. Pour moi, garder un catalogue encore qualitatif d'artistes étrangers comme les Temptations, comme Jimmy Somerville, comme Imagination, comme Boney M, que je produis depuis 30 ans. Je suis propriétaire de la marque de Boney M, à l'INPI. J'ai déposé le spectacle à la SACD. Donc, j'ai gardé une espèce de cohérence et de qualité artistique. Et j'ai pas voulu que ça soit un peu de faire tout et n'importe quoi. Je m'interdis de faire de l'argent. Je suis pas un businessman, je suis producteur de spectacles. Je fais mon métier avec passion, avec envie. Tant que j'aurai plus cette passion et cette envie qui m'anime, je ne le ferai plus. Donc, je m'interdis de prendre n'importe quoi. Si j'aime pas l'artiste, je ne produis pas. Voilà. D'accord. Donc, je reviens sur ce que je te disais. Aujourd'hui, concrètement, donc production d'artistes, mais pas que. Est-ce que tu es aussi agent? Est-ce que tu fais du booking? Parle-nous un peu du fonctionnement de ta structure. Concrètement, au quotidien, comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu apportes aux artistes en plus, sans dénigrer évidemment, puisque c'est ton cœur de métier, de la production, c'est-à-dire de prendre un artiste et de prendre à charge la réalisation du spectacle? Dans notre cœur de métier, c'est-à-dire on a un catalogue d'artistes à disposition. Moi, entre autres, en ce moment, je travaille Amir, s'il reviendra en 2021, pour le fait du Covid-19, ça tombe, j'allais dire, presque pile poil, quoi. Je fais certaines collabs avec Black M. Moi, j'ai aussi un certain panel de collectivités locales ou de salles avec lesquelles je programme, ou de festivals que je programme, comme au Nuit du Sud, ou d'autres, les pieds dans le dos du côté de Blois, la nuit des étoiles du côté de Brest. Donc j'ai un certain nombre de clients, mais j'aime pas le mot client, ça fait un peu business, mais d'organisateurs de festivals, collectivités locales qui organisent des spectacles. Ça peut être gratuit, ça peut être en billetterie, et qui font appel à mes services par rapport à mon expérience. C'est-à-dire que, à la différence de certains de mes confrères, je vais cibler le bon spectacle pour la bonne personne. Je ne vais pas faire du remplissage. Je vais prendre un exemple. À côté de chez moi, il y avait un spectacle qui s'appelle le Val de Rock, qui avait fait appel d'ailleurs à mes services pour Jimmy Somerville, où ils avaient empilé je sais pas si vous avez fait plein d'artistes étrangers, français, Jimmy Somerville, enfin pour moi et d'autres. Ils avaient empilé les artistes comme on empile les boîtes de conserve dans un supermarché. Ils avaient mis une entrée à 90 €. Il n'y avait aucune cohérence. Le gars qui produisait le spectacle avec la collectivité locale n'avait pas vraiment d'expérience non plus. Elle n'était pas aguerrie à ce type de festival. Genre 2 semaines ou 3 semaines avant, il s'est aperçu qu'il fallait monter 2 scènes au lieu d'une. Évidemment, puisque quand tu as 3 ou 4 stars à produire, tu peux pas faire, on appelle ça les changements de plateau, tu peux pas faire les changements de plateau en claquant dans les doigts. Donc il fallait 2 scènes, et il s'est aperçu au dernier moment qu'il fallait monter 2 scènes. Enfin,
la collectivité locale avait investi un budget de 700 000 euros au départ, c'est quand même une grosse somme. Hein. Je crois qu'ils avaient fait venir, ils avaient contracté aussi UB40, enfin du très lourd, hein, du très très lourd. UB40, enfin je sais plus, il y en avait une tonne, tu regarderas à Val d'Europe, mais bref. Donc ils avaient investi 700 000 euros. 3 semaines avant, le pseudo-organisateur demande une rallonge de 300 000 euros à la collectivité locale. Donc bon, ça faisait un peu lourd. Et après, il s'aperçoit après qu'il faut qu'il remonte une autre scène et qu'il fallait qu'il remette encore 300 000 euros. Donc la collectivité locale a dit basta, on arrête tout. Et ils ont tout planté, enfin avec perte et fracas, maintenant bref. Donc les collectivités locales qui font appel à mes soins me demandent un travail d'expertise. C'est-à-dire qu'ils me disent voilà, on travaille sur un budget, on travaille sur une forme. Moi, ce que je demande avant tout à la collectivité locale, c'est quelle est votre cible? Est-ce que vous voulez faire jeune, tout public, populaire, jazz, etc., etc. Quel est votre budget? Quelle est la jauge? Est-ce que vous voulez faire une billetterie? Et en fonction de tous ces paramètres, je produis ou j'organise, c'est-à-dire que c'est moi qui avance toute la partie financière, ou j'organise, et c'est eux qui avancent la partie financière, leur spectacle. Mais ce que je veux, moi, c'est qu'il y ait du monde devant la scène, que les gens soient contents, que ça soit un bon spectacle. Je ne fais pas de spectacle dit culturel, c'est-à-dire que tu vois tout ce qui est spectacle conventionné, trop niche, on appelle ça des spectacles de niche, où ça rassemble qu'un nombre de personnes minimum, mais très aguerries au style de musique auquel ils s'attendent voir sur scène. Moi, je fais pas, je suis spécialiste du spectacle populaire. Moi, ce que je veux, c'est que devant ma scène, j'ai au moins 10 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 25 000, par exemple, comme à Béthune, j'organise un très très gros festival électro pour les fêtes du 13 et du 14 juillet, où là, c'est un festival que j'organise depuis 7 ans maintenant, où à chaque fois on a, entre 15 et 25 000 personnes. L'année dernière, on avait Feder, Diavner, Offenbach, Synapson, et puis Feder. Je crois qu'on avait tous ces artistes-là sur scène. L'année d'avant, on avait Solveig avec je sais plus quel autre artiste. Et l'année d'avant, on avait Bob Sinclair avec d'autres DJ, quoi. Donc moi, ce que je veux, c'est que les gens qui organisent déjà soient satisfaits, que le public soit satisfait. Et surtout, je ne veux pas... c'est de l'argent public quand même, il faut quand même le savoir, c'est quand même de l'argent public. Les gens, on est là pour leur donner des étoiles dans les cieux, mais on n'est pas là pour faire prendre du risque à la collectivité locale sur des spectacles comme ça, quoi. Et donc, moi, ce que je veux, c'est déjà travailler en terme. Tous les gens avec qui je collabore, je travaille, pour ça, j'aime pas le mot client, c'est devenu presque des amis, les maires, les entreprises pour la partie événementielle, les sociétés d'événementiel, les organisations sont devenus des amis parce que ça fait des années et des années. Il y en a un, j'organise un genre de festival au Trianon tous les ans depuis 17 ans, qui s'appelle Solidarité en scène, bon, qui est un spectacle caritatif, où là, évidemment, les budgets sont très, très resserrés. Donc, à chaque fois, je suis au combat pour demander à des artistes qui veulent venir presque bénévolement. Les cachets, c'est vraiment, vraiment, vraiment dérisoire. Le personnel qui vient travailler sur cet événement, ils prennent des cachets moindres, etc. Mais c'est un festival qu'on monte pour payer les études aux orphelins de la RATP. C'est bizarre, mais c'est très ciblé. Et en fin de compte, ça permet de payer les études supérieures. Il y a un orphelinat qui est géré par la mutuelle de la RATP. Et ça permet de payer des études aux orphelins de la RATP. Enfin, ça fait partie de mes fonctions en tant que producteur et organisateur de spectacle. D'accord. Donc j'ai entendu le fait que tu dis que lorsque tu es appelé comme consultant, tu deviens, on va dire, producteur exécutif avec des montants d'argent public que les municipalités, les collectivités mettent à ta disposition pour mettre en place soit des festivals, soit des concerts ou des événements musicaux. C'est bien ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça soit des collectivités locales ou des entreprises. Et des grosses conventions pour des entreprises X ou Y qui organisent, ils appellent ça des grandes messes pour X ou Y très grosses entreprises dont je ne citerai pas le nom, parce que voilà, c'est de l'ordre du privé, mais c'est des très grosses entreprises qui organisent des messes de 3, 5, 7 000 personnes, 10, 15 000 personnes. Donc voilà, comme tu as dit, je suis producteur exécutif et je suis chargé de mettre mon catalogue à leur disposition et d'étudier
tous les paramètres d'un spectacle, la sécurité, les incentives, les hôtels, tout ce qui est hébergement, catering. Le catering, c'est le restaurant des artistes. Les artistes, La tenue, la technique, le montage de la scène, l'avenue du public, la gestion de la billetterie. Enfin voilà, c'est un travail d'expertise. Ça s'appelle, comme tu as dit justement, producteur exécutif. D'accord. Je reviens aussi sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les instances. Je crois que tu es actif au niveau du Prodis. Est-ce que tu peux nous le présenter? Qu'est-ce que cette structure? Quelle est sa fonction? Et toi, évidemment, quelle est ta fonction au sein de cette structure? Le Prodis, le syndicat le plus représentatif des producteurs de spectacles. C'est une structure qui regroupe au bas mot autour de 350 producteurs de spectacles, qui regroupe des grosses industries comme Live Nation et d'autres comparables, Decibel, etc. Et à côté de ça, qui va aussi qui a aussi dans ses membres des petites structures qui font peut-être 50 ou 100 000 euros. Parce que le Prodis veut fédérer le plus grand nombre de producteurs de spectacles. Moi, je suis dans des commissions dans la commission contrat, parce que c'est mon dada, les contrats c'est mon dada, et dans la commission relations artistes-producteurs, c'est un groupe de travail, c'est des groupes de travail, c'est-à-dire on se réunit comme producteurs de spectacles, tous ensemble, et on travaille par exemple sur la façon d'élaborer un contrat le plus homogène possible, avec tous les paramètres d'un contrat pour qu'on ait le même contrat à utiliser sur chaque événement. Bon, je sais que en cas par cas, tous les contrats sont différents, mais on essaie quand même de faire des contrats cohérents. Et la relation artiste-producteur, là aussi parce qu'on est tous au contact des artistes, puisque c'est moi je suis dans le collège producteur, et aussi j'ai un petit œil dans le collège diffuseur. C'est un collège producteur, c'est producteur artiste, et le collège diffuseur, c'est les gens qui vendent des spectacles ou qui organisent des spectacles pour X ou Y personnes. Après, il y a le collège festival, il y a le collège salle. Bon, et depuis peu, on a intégré les théâtres et les cabarets, qui est par l'intermédiaire d'un autre petit syndicat qui a incorporé notre structure. Je peux pas trop t'en parler de ce petit syndicat parce qu'en fin de compte, malheureusement, je ne connais pas. C'est un peu compartimenté chez nous et je m'initie pas dans ce que font mes confrères. Donc moi, je m'occupe enfin, je suis dans le collège producteur et comme là, avec la crise, on fait beaucoup de visioconférences. On en a fait une hier, collège producteur. On en a fait une avant-hier à l'ensemble des adhérents Prodis pour évaluer la situation financière actuelle due au Covid-19. Oui, justement, tu m'as devancé, j'allais justement te poser la question de la situation actuelle, ses conséquences. Alors concrètement pour toi, qu'est-ce que ça impacte? Est-ce que comme beaucoup, tu es confiné chez toi à avoir une activité réduite ou quasiment nulle, ou est-ce que tu peux quand même encore travailler d'une façon ou d'une autre? Ou pas. Voilà. Concrètement, pour toi, le confinement et cette période du Covid-19, qu'est-ce que ça a changé? Ben, concrètement, donc moi j'avais un spectacle donc le samedi 7 mars, donc j'avais Solidarité en scène, où on a blindé le Trianon, on a fait 1300 personnes. Le 8 mars, je produisais une date pour la journée de la femme avec Olivier de Benoît au théâtre de la Nouvelle Ève à Paris. La Nouvelle Ève, ça fait 280 personnes. Et déjà, on avait les prémices du Covid, parce que déjà, sur 280 places, on a eu 160 désistements. Attention, des gens qui avaient acheté leur billet. Hein. Je ne parle même pas de désistement de gens qui ont séché le billet. Il y a 160 personnes sur 280, c'est quand même énorme, qui sont pas venus au spectacle. Et le soir du dimanche 8 mars, à 20h, il y avait, je crois, notre Premier ministre, Édouard Philippe, qui annonçait que on allait faire une restriction au niveau des salles par rapport à la taille des salles, etc. À partir du lundi 9 mars, terminé. Plus de travail, rien, que dalle. Tout s'est stoppé. Les appels d'offres en cours, les organisants en cours, tout est stoppé à l'attente de potentielles, comme actuellement, de potentielles décisions de nos gouvernants. C'est-à-dire que depuis le 9 mars, plus rien ne se passe.
Donc moi, du 9 mars, la semaine du 9 au 12, là, j'ai un peu accusé le coup. Et puis après, j'ai eu une tonne d'annulations en cascade. Voilà, on va être clair, hein, ça vraiment tombé en cascade. Après, on a essayé de reporter les dates. Bon, moi, dès le départ, pour revenir un peu à cette situation du Covid, dès le 19 janvier, je savais que ça allait être le chaos total. Pour une raison qui est très simple, d'ailleurs c'est sur mes réseaux sociaux, hein. Si vous regardez mon Facebook, Bertrand Fontex, Megastar, vous regarderez. Dès le 19 janvier, j'ai vu sur Télématin qu'un certain nombre de nos concitoyens rentraient de Wuhan par l'intermédiaire d'avions Air France sans aucun contrôle sanitaire à l'aéroport. Aucun. Je parle pas de tests, rien. Personne des autorités sanitaires françaises à l'aéroport. Alors que déjà en Italie, ça commençait déjà à tomber comme des mouches, en Espagne aussi, aucun contrôle à la frontière espagnole et italienne. Et là, si vous regardez mon Facebook, vous verrez, je me suis fait, oulala, ça va être l'effet de Tchernobyl. C'est-à-dire que le nuage ne passera pas sur la France. Et là, je me suis dit, c'est mort. Là, mais je peux te jurer, tu regardes sur mon Facebook, je l'invente pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit aussi crédule. Un virus mondial, à partir du moment où le virus vient de Chine, qu'il est en Italie et en Espagne, c'est pas possible qu'il vienne pas chez nous. Nos douaniers, avec leurs petits bras musclés, ne pouvaient pas dire, ah non, tu passes pas, hein. Ah non, pas en France. Mais si. Enfin, c'était logique. La première chose que j'ai fait, j'étais dans 2 pharmacies, j'ai pas honte à le dire, j'ai vidé les stocks de masques, j'ai acheté des tonnes de liquide et des gants pour mes collaborateurs et pour ma famille. Parce que j'agis en chef de famille et en chef d'entreprise responsable. Donc la première chose qui incombait pour moi, c'était de mettre ma famille et mes collaborateurs à l'abri. Déjà, d'avoir une certaine protection sanitaire. Et puis après, tout s'est enchaîné. Donc, nous, dans notre métier, évidemment, quand je vois tous mes confrères, et comme récemment dans ta région, j'ai vu un de mes confrères que j'aime bien, mais bon, qui disait on va faire notre festival, et j'ai posté sur son mur, j'ai dit mais écoute, mon ami, je ne vais pas citer son nom, je vais pas faire, voilà, mais j'ai dit écoute, mon ami, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, il faut être réaliste. Même si on arrête le 15 juillet, ce n'est pas possible d'avoir des jauges comme les nôtres, puisque moi, mes jauges, c'est 1000, 2000, 5000, 10 000, 15 000, 25 000, comme celle de ce fameux festival. Ce n'est pas possible de reprendre notre activité normale avant 2021. Avant 2021, le truc est là. Si jamais on rouvre, là, on arrête jusqu'au 15 juillet. Moi, je suis un peu dur au niveau du syndicat. Moi, je ne fais pas dans le politiquement correct. Moi, je suis dans le gars qui tape. Hein. Moi, je tape. Moi, direct, même si c'est difficile à entendre, je m'en fous. Moi, j'ai 60 ans. Voilà, j'avance. Donc, j'avance dans le bon sens. Donc, il faut être réaliste. Là, il parle, les écoles, tout ça, ça me regarde pas. Je suis pas dedans, mais bon, sinon, j'ai mon opinion là-dessus. Mais ça me regarde. Bref, moi, je parle de spectacle. On dit le 15 juillet, on va ouvrir. Mais c'est pas possible d'ouvrir. Comment tu veux mettre 100, 500, 1000, 5000, 10 000 personnes dans une salle sans masque, en n'étant pas confinés, sans portique pour les tests de température? Il faut regarder nos voisins. Nos voisins, ils ont réouvert progressivement. Ils ont des portiques de détection de température. Nous, on en est à avoir des masques. Enfin, tu vois, la nuance. Nous, on est à l'âge de pierre et eux, ils sont déjà dans une Ferrari, quoi. Ils ont des portiques où tu passes et tu as la détection automatique. Nos voisins européens, enfin certains, pas tous, malheureusement, qui sont dans la même situation sanitaire que nous. L'Italie et l'Espagne, malheureusement, ils sont dans la même que nous. Hein. Ils sont dans la même risque que nous. Mais les Allemands et d'autres, côté du Nord, ont déjà anticipé sur l'affaire. Donc je me dis, nous dans les spectacles, il faut être réaliste, on ne prendra pas avant 2021. Donc ce que j'ai dit à mes confrères, utilisons tous les artistes, et c'est là notre rôle au Prodis, utilisons tous les artifices mis à disposition par les gouvernements, par les collectivités locales, et par le CNV ou le CNM. Utilisons tous les artifices possibles mis à disposition pour avoir des subventions et des prêts à 0%. Moi, j'ai pas honte à dire, j'ai fait un prêt. Le prêt gouvernemental qui est garanti par le gouvernement pendant 1 an. Si tu t'en sers, tu rembourses. Si tu t'en sers pas, tu le rends au bout d'1 an.
et tu as déjà de la trésorerie d'avance pour envisager l'avenir avec sérénité. Tous les crédits que tu as sur une société sont bloqués, excuse-moi de rentrer dans les termes techniques, mais bon, à la limite, s'il y a des professionnels qui m'écoutent, d'autres métiers que du spectacle, les banques bloquent les crédits pour une période de 6 mois. Pour certains, vous payez que les intérêts, certaines banques font payer que les intérêts. Moi, je suis au CIC, au Crédit Mutuel, on peut les citer. Eux, ils me font une prolongation de 6 mois sans aucun intérêt. C'est-à-dire que mes bureaux, j'ai un crédit sur mes bureaux, j'ai un crédit sur des investissements de pierres que j'ai fait pour de la location. Bon, ils ont bloqué les crédits pour 6 mois sans aucun intérêt. Utilisons tous ces artifices-là, même si c'est pour les petits entrepreneurs qui font moins d'1 million d'euros. L'État leur verse 1500 euros par mois. Ça permet de vivre. Tout à fait. Moi, je suis dans une classe intermédiaire entre 1 million et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai pas le droit à cet artifice-là. Mais j'ai le droit à d'autres. Utilisons. On n'a rien à faire. Bien sûr. Ce que je disais à mes confrères du produit, nos comptables, ils tricotent. Moi, mon comptable, il tricote. On a 0 activité. Donc, on les mobilise pour monter des dossiers de prêt, pour monter des dossiers d'aide, etc. C'est à eux maintenant de nous montrer à quoi ils servent en ce moment. Ouais. Donc, ils sont là en train de taper à tout effort pour essayer de récupérer de l'argent. Et puis après, il faut rebondir. Il faut rebondir sur notre façon de travailler. Pour l'instant, les grosses usines, pour l'instant, c'est terminé. Il faut se mettre ça dans la tête avant 2021. Et la progression se fera pour l'ouverture aux salles de spectacle se fera que progressivement. Oui, de façon progressive. Non. Pardon? Oui, je dis de façon progressive. Ben oui, 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000 en intérieur, en extérieur. Et pour l'instant, ça sert à rien de s'accrocher à un passé qu'on n'aura plus. Il faut se mettre ça dans la tête. Le passé. Ce que l'on a vécu, c'est comme moi, j'ai vécu les années 80 où on faisait 15-20 dates par week-end. Par week-end, j'entends 15-20 concerts par week-end. On avait l'impression que c'était, on gagnait un argent, mais faramineux. C'était un truc invraisemblable. Moi, je suis une petite fourmi, je ne suis pas une cigale. Dans les années 80 et 90, où j'ai eu mes années de gloire, moi, j'ai eu l'intelligence d'investir à bon escient. Mes collègues qui ont fait les cigales, maintenant, ils sont un peu à droite, à gauche, en déperdition. Et là, c'est pareil. On a eu nos années, je veux dire, ma petite maman disait nos vaches grasses. Maintenant, on a nos vaches maigres. Réfléchissons à une nouvelle façon d'organiser nos métiers. Je parle de spectacle, mais pas d'autres métiers. C'est ça, c'est-à-dire que ces périodes, on va dire, un peu compliquées, permettent des fois de se poser un peu, de sortir la tête du guidon et de réfléchir à son métier, à son activité, peut-être de l'envisager différemment, peut-être, je sais pas, de la mutualisation, de la collaboration, d'autres partenariats, notre façon de faire le métier, ça a au moins vocation à essayer de se poser des questions. Déjà, il faut, et là, Bob Sinclair elle vient de le faire parce que c'est un artiste de la team, mais déjà, le streaming, utilisons les moyens technologiques mis à notre disposition. Déjà, la visioconférence, merci. La visioconférence plus économique, plus écologique. Moi, fini le temps où, on se téléphone, on se voit, on se fait un rendez-vous, on se fait une bouffe, machin, truc bidon. Non, ça sert à quoi? On a une visioconférence comme de toi à moi actuellement. On parle, on explique les problèmes, les machins, on règle tout par visioconférence. Ça sert à quoi? De prendre sa voiture, d'aller à Paris ou ailleurs, faire une réunion, ça coûte de l'argent, de faire des grandes messes où tu as des milliers de personnes. Regarde, la première réunion du produit qu'on a fait avant-hier, on était 280 connectés en visioconférence. Et tout le monde, ça a duré 4 heures de mémoire, mais pas tout le monde, mais un bon nombre de personnes ont eu la parole. Chose qu'on ne peut même pas faire quand on est dans notre grande messe, où il faut passer le micro, où il y a un brouhaha, où il y a... Là, on était concentrés. On est concentrés sur ce qu'on fait. On se regarde, on est concentrés sur le problème, et on parle de notre problème. On échange en direct, je sais plus comment ils appellent ça, mais on a la possibilité d'écrire nos interventions en direct, soit avec un membre, un adhérent personnel en tapant son nom, soit sur la totalité des adhérents. Pourquoi? Voilà, ça déjà, la visioconférence, merci. Donc déjà, ça va être déjà écologique et économique. Ça déjà, la visioconférence. Deuxièmement, le streaming. On peut plus faire de grandes messes de spectacle. Moi, j'ai commencé à travailler, d'ailleurs, je devrais faire mes premières dates au mois de mai, sur faire des concerts privés
avec des sponsors et des partenaires sur du streaming. C'est-à-dire que l'artiste va venir, va chanter pour une marque où il y aura un genre visioconférence. L'artiste parlera aux intervenants, chantera ses chansons et elle donnera la bonne parole soit aux sponsors, soit aux partenaires. Et j'ai déjà 5 dates avec un artiste sur un groupe agroalimentaire pour le mois de mai. Il faut réfléchir à tout ça. Pour l'instant, il faut rebondir. Même si les sommes, c'est clair que les sommes, les cachets faramineux du passé, ça, on va pouvoir oublier. Ça, tout ça, c'est terminé. Maintenant, il va falloir repartir sur des bases saines et se dire que voilà, il n'y a pas de travail, puisque un chat, il n'y a pas de travail, et qu'en ce moment, il faut rebondir sur tout ce qui est possible. Donc, si on veut, on va utiliser les moyens modernes de communication. Celui-ci en est un, le streaming. Il faut le faire à l'échelon abordable, par entrer dans une grosse machine de guerre avec plusieurs centaines de milliers, etc. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est possible que pour un David Guetta, quand il boit sa bouteille de Coca-Cola, je me doute bien que s'il a bu 3 ou 4 fois sa canette de Coca-Cola, c'est parce que il y avait un sponsoring qui était derrière, tu vois. Bien sûr. Mais sinon, à l'échelon local, on peut vendre à une marque, c'est-à-dire mettre en relation un artiste de notre catalogue avec une marque et de faire un business autour de ça. Voilà. À l'échelon plus modeste, évidemment, mais bon, on n'a pas besoin non plus de partir dans des délires inconsidérés, quoi. Oui, je rebondis sur ce que tu dis et surtout la façon dont tu le dis. On le disait avant de commencer ce direct dans notre conversation. Effectivement, tu dis les choses, hein. C'est-à-dire que pour toi, tu enfonces des portes, tu dis les choses même si elles sont pas forcément agréables à entendre, que ce soit, quelle que soit l'opposition que l'on a dans le monde du spectacle, c'est-à-dire qu'on soit spectateur, dans l'organisation, producteur, artiste, collectivité. Voilà, j'entends bien que tu as la volonté de faire bouger les choses dans le bon sens, même si ça doit un peu bousculer, les on-dit et voilà, et bousculer un peu les habitudes professionnelles. Oui, dans notre métier, nous, on est dans le politiquement correct. Je sais pas si tu as remarqué sur les réseaux sociaux, tu n'as pas un artiste qui prend la parole. Même quand il y a une grosse bourde, personne. Là, tout le monde est abonné absent. Quand tu vois que notre ministre de tutelle, pourtant que je connais très très bien, puisque quand j'étais jeune, quand j'avais moins de 20 ans, j'ai bricolé un peu dans l'automobile et son père était concessionnaire Peugeot ASP à 20 km de chez moi et moi je travaillais aussi dans l'automobile. Donc j'ai eu l'occasion de le connaître son père, de côtoyer son père, de le côtoyer lui. Là, bon bref, ça c'est pour la petite histoire. Enfin bref. Donc notre ministre de tutelle, le jour dans une déclaration, je crois qu'il a fait une interview sur France, Radio France, ou je sais pas, donne-moi là par contre je ne me rappelle plus du média, où il a assimilé les festivals. Donc il a dit on pourra rouvrir les festivals, je le cite, pour 50 personnes, avec des chaises espacées, avec la distanciation, avec du liquide, des gants. Là, j'ai cru des gants et surtout un festival avec un musicien sur scène. Et là, j'ai fait, oh Seigneur, on a tout gagné. Donc, c'est vrai, par contre, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Il est très fort sur tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est spectacle conventionné, c'est genre, voilà quoi. Moi, ce que je ne fais pas, je fais du populaire. Il est très fort là-dedans. Mais tout ce qui est spectacle populaire, il est aux abonnés absents. Donc, on est obligé maintenant de passer outre pour avoir nos décisions au sein du produit. Parce que si on avait compté sur lui, c'est comme dans l'événementiel, peut-être que je me trompe, mais comme je fais beaucoup d'événementiel, ils n'ont pas la puissance du syndicat de l'événementiel, n'a pas la puissance du produit. Et pour l'instant, je ne vois aucune action de l'événementiel au sein du gouvernement pour essayer de faire bouger les choses. Alors qu'au produit, on est en train de faire bouger les choses. On va avoir des subventions, on est en train de faire bouger les choses, comme le syndicat puissant des restaurateurs. C'est exactement pareil. Alors que les cinémas sont dans le pli total. C'est-à-dire que tu vois là la force du syndicat. C'est vrai que, je ne vais pas remonter à l'époque de Jaurès, je ne suis pas là pour... Mais bon, on se disait, oui, des syndicats, ceci, cela. Mais là, en période de crise, c'est là qu'on a besoin de quelqu'un pour prendre notre défense. Je parle par exemple des médias. Les médias, tout le monde est dans la même barque. Les médias, leur budget annonceur, etc., a chuté net. Enfin, ils sont à
à 20-30% de leur budget habituel. Enfin, c'est une catastrophe. Donc toutes les radios se sont associées. Imagine toutes les radios, Énergie, les Andes, Fun, etc. Tout, tous se sont tous associés pour faire un lobbying gouvernemental, pour dire voilà, on est comme ça, il va falloir bouger. Et ben nous, au sein du Prodis, c'est pareil. Et si on peut pas taper à la porte du ministère de la Culture, on va taper à la porte du ministère du Budget, on va taper à la porte du ministère des Finances, et s'il le faut pas, on ira plus haut jusqu'à la présidence. Parce qu'il faut qu'on s'en sorte. C'est quand même plusieurs milliards, le budget de la culture, c'est plusieurs milliards d'euros. C'est dans les 5 plus gros budgets en France, dans les 5. Il ne faut pas l'oublier, c'est pas le tout. Les gens ils vont voir un spectacle du ukulélé, on va voir machin, tout ça. Mais c'est une industrie. Sur un festival, comme je parlais l'autre jour avec Jérôme Tréorel, il me disait, je crois, peut-être que je me trompe, mais Jérôme me disait que son budget festival, c'est 17 millions d'euros sur une semaine. 17 millions d'euros. Et je crois, Jean, autour de 150, 200 salariés sur le festival. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et t'imagines, il y a plusieurs milliers de festivals en France, du plus petit au plus grand. Moi, j'ai un tout petit festival avec qui je travaille, qui s'appelle Les Pieds dans le dos. Rien sur ce petit festival, il y a genre une cinquantaine de bénévoles et il y a une quinzaine d'intermittents, une vingtaine d'intermittents, une trentaine, monter la scène, s'occuper de la sécu, installer des barrières, en plus de la collectivité locale et des bénévoles. Et pourtant, c'est un tout petit festival. On fait quoi on doit faire 2-3 000 personnes, bon an, mal an, pas plus. C'est un tout petit festival. C'est l'industrie du spectacle, c'est dans les 5 premières industries françaises qui doit être pas loin de l'automobile ou vraiment très très proche. C'est énorme. Oui, c'est sûr que c'est clair que ça a un poids économique non négligeable. Et c'est pour ça que j'étais aussi impatient d'entendre un peu ton discours, puisque effectivement, on entend beaucoup de choses et de solutions, si je puis exprimer ce terme-là, face aux difficultés économiques de différents domaines d'activité. C'est vrai que la culture, les intermittents, le spectacle, l'événementiel, ils n'arrêtent pas de dire que c'est un domaine, ce sont des domaines qui vont être très fortement impactés et d'une part par le fait que ça a été les premiers à être arrêtés, puisque dès qu'on parle de rassemblement, forcément on y inclut les festivités de toute forme, et ce sera manifestement les derniers à être réouverts. Donc évidemment que l'impact financier sur ce domaine d'activité va être évidemment énorme, et je ne suis pas au fait de l'actualité, mais j'entends pas pour l'instant beaucoup de solutions qui sont apportées dans ce domaine-là. Donc j'étais curieux d'entendre ton point de vue là-dessus. Et voilà, surtout de par à la fois par ton activité professionnelle, à la fois par ton rôle dans l'instance du Prodis dont tu nous as parlé longuement. Donc effectivement, on va dire une porte pour l'instant fermée sur plusieurs mois. Ceci dit, je suis content, un peu surpris, mais dans le bon sens du terme, d'entendre que tu as réfléchi à proposer des alternatives de solutions de spectacle qui allient la nouvelle technologie et les nouvelles technologies. Tu m'as parlé de spectacle numérique, on va dire, où l'artiste sera, j'imagine, pas en direct, donc avec son public, mais à distance. C'est peut-être, ce sera peut-être un des aspects positifs de cette période du Covid et de cette crise économique culturelle, que de trouver d'autres solutions pour mettre en place d'autres modes de spectacle. Je trouve que ça, c'est vraiment très, très positif. Si je dois retenir une chose, ce sera celle-là, vraiment, ce nouvel aspect du spectacle dont on n'avait pas forcément beaucoup entendu parler. On voit beaucoup d'artistes, Bob Sinclair, évidemment, qui tous les jours offre une heure de mix fantastique, c'est énorme. Et voilà, je pense que ça fait partie des choses positives qui peut-être vont être mises en place. Et tu me sembles être un précurseur parce que c'est vrai que j'en avais pas encore entendu parler vraiment de proposer ce type de spectacle à on va dire le mot client, hein, même si tu l'aimes pas, alors en l'occurrence ce sera peut-être le cas, avec une assistance qui sera un public qui sera éloigné en utilisant les nouvelles technologies. Voilà, avec Bob Sinclair, là, que vous pouvez retrouver sur mon Facebook tous les jours à 14h, je fais l'autopromo, Bertrand Fontax Mégasta. Avec Bob Sinclair, on fait plusieurs centaines de milliers de connectés. Donc, bon, c'est fait gracieusement, évidemment, mais voilà, ça permet de garder un lien avec son public, surtout ça, c'est surtout ça, parce que
il faut pas non plus oublier que si tu ne rebondis pas, c'est-à-dire que là, les gens ils sont en train de gérer le pendant. Bon, c'est bien de gérer le pendant, mais il faut gérer l'après. Dans n'importe quelle situation, le pendant c'est une chose, mais il faut surtout gérer l'après. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas le jour où on va dire, parce que là, vu, bon, je vais rien dire. Ouais. Mais bon, voilà, non, je ne dis pas. Mais le jour où on va nous dire, attention, c'est open bar, c'est pas la veille qu'il va faire la radia. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, c'est là, mec, qu'il faut se pencher dedans pour savoir ce qu'on va faire après. Tu vois? Tout à fait. C'est en ce moment, donc, utiliser des nouvelles technologies. Là, je parle avec un collègue qui produit des dates dans des salles, et je me disais, bah voilà, pourquoi pas dans un zénith de 7000 places, eh ben, démonter les sièges, les intersièges, pour que tu aies une place sur deux. Tu démontes, c'est-à-dire que tu as un fauteuil, rien, un fauteuil, rien, un fauteuil, rien. Et au lieu de faire une session de 5000, tu fais une session de 2005, tu nettoies avec des machines, comme j'ai vu un peu, espèce de robot qui pulsait, tu nettoies, tu désinfectes le lieu, et tu fais revenir une deuxième série de 2500 personnes dans sa salle. Ça peut être aussi, il faut réfléchir à l'évolution. Là, ce qui m'énerve parmi mes confrères, parmi les gens, ils réfléchissent pas à l'après. À part HMS, etc., les restaurateurs qui, eux, ont déjà anticipé, mais ils sont là en train de dire, bah, comment on va faire. Non, c'est là, en ce moment, il faut dire, voilà, les salles, eh ben, on va les couper en deux, hein. On va retirer un siège, un machin, un truc, on va arrêter de faire de la fosse, hein. Si on fait de la fosse, on met des sièges, mais espacés. Et comme j'ai vu, je commence un peu à voir à droite à gauche, dans des réunions X ou Y, où les gens sont espacés. Et puis s'il faut après faire de l'extérieur, on fera de l'extérieur différemment. Et puis voilà, il y a moult artifices. Et profitons des aides qui nous sont données à disposition. Même, voilà, qu'on soit pro ou pas pro gouvernemental, au moins on a ça chez nous. Il y a des pays qui n'ont pas ça chez eux. Je suis surtout pas, que Dieu m'en garde, d'être pro gouvernemental, mais on a cette solution. On a la sécurité sociale, faut pas l'oublier, pour nous soigner. On a tout un tas d'artifices qui est mis à disposition du citoyen pour permettre de vivre correctement. On est confiné, mais on n'est pas à la rue. C'est-à-dire que les gens qui sont en chômage technique sont payés à 60 ou 70%. Ceux qui sont vraiment dans la difficulté, il y a des aides. J'ai vu à Bobigny que l'office public des HLM allait faire don des loyers aux habitants des HLM. Et merci, parce que ces gens-là en ont besoin. En étant confinés dans des 3 pièces à 7 gamins ou 5 gamins, c'est inconcevable. Donc au moins qu'on tende la perche à tous ces gens-là. Faut penser à l'après, il faut penser à l'écologie. C'est vrai que là on parle de ça, mais on est en plein dedans. C'est quand même. Moi, je promène mes chiens sur un petit espace vert qui est un peu plus loin. J'ai jamais vu autant d'animaux s'approcher de moi que en cette période. J'ai vu des canards, j'ai même vu un héron ce matin s'approcher à 20 mètres de moi, mais jamais j'ai vu un héron dans cette espèce de petit plan d'eau, quoi. Donc, il faut réfléchir à tout ça, à notre façon de bouger. Déjà, avec les grèves, les gens avaient pris le vélo en main. Je sais que ça fait un peu bobo, mais je ne suis surtout pas bobo. Mais voilà, on a pris le vélo. Là, on parle de la visioconférence, on parle de nos modes de consommation. Privilégions le proximité. Pourquoi aller acheter des trucs au bout du monde, ce qu'on peut avoir chez nous? Bon, d'accord, il faut faire un petit effort financier. C'est vrai, mais à la limite, si on a l'effort financier et qu'on a les emplois à la clé, pourquoi pas le faire? Bien sûr. Et à un moment donné, la solution, elle est là, il faut être sérieux. C'est pourquoi on s'aperçoit qu'on est dépendant des médicaments au bout du monde. On s'aperçoit, j'ai appris par hasard, complètement par hasard, que les pédales des véhicules qui sortaient en Europe étaient tous, sans exception, fabriqués dans une province chinoise. Toutes les pédales, et le directeur d'un grand constructeur, enfin le président ou je ne sais quoi, d'un grand constructeur européen disait, on a 3 mois de visibilité sur nos pédales. Et moi, je dis, comment ça? Oui, ils font fabriquer toutes leurs pédales en Chine. Non mais, des entreprises françaises ne peuvent pas fabriquer des masques, des pédales, des respirateurs, Faisons. Autrefois, je me rappelle à l'époque du gouvernement Giscard d'Estaing, qu'on disait en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Eh bien, profitons-en, mettons nos idées à profit, mettons notre intelligence à profit du grand public. Pourquoi on est là en train d'attendre sur les autres? Je pense que le problème de la France, il a été très simple.
Les Français se sont dit, ça n'arrive pas chez nous. On était là, excès de confiance. Ça s'appelle excès de confiance. On était là, la vie est belle. Non, non, ça viendra pas chez nous. C'est en Chine, c'est loin, c'est à des milliers de kilomètres. Oui, mais maintenant, avec les outils, l'avion, le train, le machin, le truc, le bidule, bientôt on ira sur la Lune en fusée. Maintenant, tout s'exporte, y compris le virus. Y compris le virus. Avec la mondialisation, tout s'exporte. Donc, il fallait être stupide pour pas s'imaginer que le virus, il allait pas arriver chez nous. Nous, on est là dans notre bulle, on est là confortablement installés avec nos aides, nos machins, nos trucs, on se remet pas en question. Mais à la limite, c'est une grosse claque qu'on s'est pris et j'espère que ça va nous servir de leçon. C'est à ça. tous. Faut espérer que cette situation nous fasse réfléchir un peu à tous ces sujets. Ce serait le point positif s'il faut en tirer de cette situation catastrophique. C'est clair. Bertrand, pour finir cet entretien, même si tu en as déjà beaucoup dit, j'ai l'habitude de finir ces entretiens sur l'après. Est-ce que au-delà de tous les projets que tu as déjà, enfin, c'est-à-dire les endroits où tu interviens et les artistes avec lesquels tu travailles, tu as d'autres choses qui sont sous le coude, on dit, ou pas, ou est-ce que tu as des projets, des idées, voilà, quel est ton regard sur les prochains mois, une fois évidemment qu'on sera revenu dans une situation qu'on va appeler normale, en ce qui concerne évidemment ton métier. Mon métier, pas ma famille. Euh, mais déjà, ça m'a servi de leçon. Tu vois, j'habite une maison un peu à l'écart de la ville, enfin bon, avec un petit coin de terrain et tout. Jamais je mangeais dehors, jamais. J'ai mes bureaux, tout ça, je vais au boulot, tout ça. Je prenais pas soin de moi. Déjà, la première chose, prendre soin de soi. Prendre soin de sa famille, de ses enfants, s'occuper de ses enfants. Parce que là, les parents étaient en confinement 1 mois et demi ou 2 mois, je ne sais plus combien, mais bref, ils vont être là 1 mois et demi, 2 mois, s'occuper de leurs enfants, les aider dans leurs écoles, dans leurs cours. Moi, je vais m'occuper de mes petits-enfants. Parce que j'ai 2 petits-enfants, donc je vais en prendre soin. Parce que là, pour l'instant, je vois que par visio. Et en termes de métier, je crois que je vais être, bon, j'avais déjà levé le pied, mais je crois que je vais être, et c'est le mot que j'ai essayé de faire passer au syndicat, il faut qu'on arrête d'être dans la course au profit. Je pense qu'on était devenu dans une démesure. Déjà, on a quelque chose comme, je crois, une dizaine de milliers ou une vingtaine de milliers de festivals. Pardonne-moi, je ne suis pas exact dans les comptes, mais on a des tonnes et des tonnes de festivals en pensant que c'est la poule aux œufs d'or. Il faut arrêter les industries. Il faut arrêter les centaines de milliers de spectateurs devant une scène. Il va falloir qu'on revienne à une industrie, j'aime pas le mot, musicale, plus à l'échelon, pas familial, mais à un échelon plus abordable. Je pense que mon avenir à moi, déjà, bon, je vais reprendre Amir pour 2021, parce qu'on va préparer le retour d'Amir avec un nouvel album, etc. Donc c'est déjà là. Bob Sinclair, évidemment, et le carnet de commandes est déjà bien en attente. Voilà, donc ça c'est déjà 2 artistes clés de la maison. Mais par contre, arrêter de faire la course au nombre de dates. Et d'ailleurs, à Vichy, on a été l'exemple malheureux qui s'enchaînait 3 dates en jet par jour, qui est obligé de prendre des substances, d'après ce que j'ai cru comprendre, que Dieu me garde de dire du mal de lui, mais d'arrêter tout ça. Je pense que en tant que citoyen, à partir du moment où tu as largement suffisant pour vivre, je pense qu'après il va falloir arrêter toutes ces histoires de mondialisation, de course au profit, tout ça. Il va falloir, moi en tout cas, je vais restructurer ma société. J'avais déjà commencé en 2017. En 2010, j'avais ma très grosse structure sur Megastar, où j'ai eu un gros problème familial, et j'avais déjà dissous ma structure en tant que telle, c'est-à-dire que je faisais X millions d'euros de chiffre d'affaires, passé la dizaine de millions d'euros. Je faisais 60 feuilles de paye par mois, et j'étais là en train de courir après tout, quoi. Enfin, t'as plus de vie. Il y a un moment donné, quand t'as de quoi vivre, pourquoi chercher
mais voilà, j'ai fait de la télé, j'ai fait un disque, enfin même plusieurs, j'ai produit des artistes, j'ai produit des spectacles. Qu'est-ce que tu veux que la vie m'amène de plus à part le confort de vivre, prendre soin de toi, de prendre soin de ses proches, de sa famille, de ses amis, avoir plus de temps, et puis travailler pour vivre. Il y en a qui ont du mal à travailler pour vivre réellement. Et là, je suis bien placé pour le savoir, parce que ma fille est infirmière à la réanimation des urgences. Elle gagne 1 600 € par mois. Je n'ai pas honte de le dire, 1 600 € infirmière aux urgences quand même. Il faut quand même le savoir. Ils font des gardes de 12 heures. Elle a mis sur son Facebook, elle a enchaîné 3 jours de garde non-stop sans dormir. Elle a les marques des lunettes sur le visage. Son mari, il est médecin réanimateur. C'est des gens qui risquent leur vie, et je pèse mes mots, ils risquent leur vie pour sauver d'autres vies, pour des salaires, je vais pas dire de misère, mais c'en est pas loin, quoi, tu vois, en sachant que le SMIC doit être entre 1003 et 1005, Dieu me garde de pas savoir combien, mais je crois ça, quand même, c'est quand même grave. Donc il va falloir qu'on redonne aux citoyens les moyens de la dureté de son métier. Il va falloir, peut-être que je suis un humaniste, peut-être, mais il va falloir qu'on arrête de distribuer des profits et des dividendes à des multinationales X ou Y, même si ça fait partie de la loi du business. Mais il va falloir qu'on redonne goût aux gens à aller travailler avec bonheur le matin en ayant un vrai salaire décent. Ça, c'est important. Et je crois que ma conception du métier va être faite en fonction de ça. C'est-à-dire que l'année prochaine, j'aurai 2-3 locomotives artistiques. J'en aurai 2-3 en développement, parce que j'aime bien les jeunes artistes. En l'occurrence, Gomar, je t'invite à les regarder sur les réseaux sociaux. Une artiste qui a été signée par Live Nation, une jeune artiste en développement qui est excellente. Voilà, je vais avoir 2-3 artistes en développement et 2-3, je vais dire, locomotives pour emmener la société. D'accord. Voilà. Je vois que tu n'as pas changé. Tu es toujours. Je suis passionné. C'est ça, tu es un viscéral. Tu es un passionné. Pardonne-moi de t'interrompre. C'est ce que je disais à Matt Pokora il n'y a encore pas longtemps. J'ai croisé dans un zénith avec Jennifer. Il est venu voir Jennifer en spectacle parce qu'ils ont le même manager pour te resserrer l'histoire, qui est un ami. Je disais à Matt, mec, t'as toujours l'œil qui brille. Il a l'œil qui brille, l'œil du passionné. Le jour où j'aurais plus la passion de faire ce métier, faut arrêter. Si c'est faire ça pour faire un métier, pour gagner sa vie, aller au charbon, tout ça, faut pas le faire. Donc, oui, de toute façon, métier que tu fais, tu dois être passionné. De toute façon, il faut être passionné, et puis il faut aussi le dire parce que tu l'as pas assez dit, mais c'est difficile. C'est un métier difficile. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé cet entretien par une des premières questions qui était de dire quel a été ton parcours, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un métier compliqué et il faut être notamment passionné, avec un peu de caractère, je pense, et tu me l'as montré, pour arriver à réussir et durer dans ce métier, ce que tu fais depuis maintenant 30 ans, Bertrand. Quand même. Ce qui est bien dans nos métiers, il y a plusieurs qualités. Il faut être intuitif sur l'artistique, intuitif sur les gens qui organisent les spectacles avec toi. Il faut être réactif. Nous, on gère tous les domaines dans nos métiers. C'est-à-dire qu'on va gérer la technique, on va gérer l'administratif, on va gérer les financiers, on va gérer des égos surdimensionnés. Ne pas oublier, très important. Ça, c'est difficile. C'est même, je crois, le plus difficile de nos métiers. Il faut cerner toutes ces choses pour pouvoir faire correctement son métier, mais surtout être un passionné, droit, honnête, fidèle et sincère. Ça, c'est le truc. Chaque jour que Dieu fait, je me regarde devant la glace et je me regarde droit. Je sais pourquoi je le fais et pour qui je le fais. Et ça, c'est des règles que ma mère m'a inculquées et que je garde toujours en ligne de mire. Toujours. Je vais garder ces quelques qualités humaines comme mot de la fin. Je trouve que ce sera une jolie conclusion à cet entretien. Encore une fois, merci à toi, Bertrand, d'avoir accepté cet entretien. Pour les gens qui ne connaissent pas ou peu ton métier, je pense que ça leur a donné un aperçu de ce que c'est, du parcours, des compétences, des difficultés, et puis aussi un regard sur l'avenir et des choses qui vont sûrement changer dans ce métier, comme tu as essayé de nous faire comprendre aujourd'hui.
Pour ceux qui nous regardent et qui sont fidèles, parce qu'il y en a qui regardent tous les entretiens, d'autres entretiens sont prévus la semaine prochaine. On va avoir un président de festival, évidemment, qui aura été annulé cette année. Je vais avoir d'autres artistes qui sont aussi prévus en entretien. Voilà, il y a encore une semaine d'entretiens vidéo qui seront à venir à partir de lundi. Encore merci à toi, Bertrand. J'étais heureux de m'entretenir avec toi. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'espère te revoir à Montélimar, et la prochaine fois que moi je monte à Paris, je ne manquerai pas de t'appeler pour qu'on puisse se croiser. Et le mot de la fin, ça sera avoir envie de faire ce métier, mais ce métier n'est pas un long fleuve tranquille. Ne jamais l'oublier. Et ça, c'est clair. Merci à toi, et puis à bientôt, Bertrand. Salut et merci.